Après le virus Zika, le Brésil est confronté depuis plusieurs mois à une épidémie de fièvre jaune. L'état d'alerte a été atteint dans le sud-est du pays, particulièrement touché. Le gouvernement de Brasilia assure que la situation est désormais sous contrôle. Plus de détails tout de suite avec Cassandre Bergel. 500 cas suspects recensés et 40 décès en moins de 2 mois. Les chiffres de la fièvre jaune au Brésil inquiètent les autorités. Raison de cette épidémie, le cycle forestier d'après Eduardo Hage, chargé du dossier des maladies transmissibles au ministère de la Santé. Des singes porteurs de la maladie sont piqués par les moustiques, puis transmettent ensuite le virus aux êtres humains. Les moustiques propagent ensuite la maladie dans les zones sauvages du Brésil, où vivent 2 millions de personnes. Nous avons subi des épisodes de déforestation. Les forêts sont de plus en plus restreintes, donc les moustiques qui y vivent sont plus concentrés. Quand quelqu'un va en forêt, il est donc plus vulnérable face aux moustiques. Le Amegogus est l'un des principaux qui transmet la fièvre jaune. Mais le virus s'étend au-delà des frontières considérées à risque. L'État d'Espírito Santo, situé au nord de Rio de Janeiro, est désormais concerné. Un premier cas a été confirmé lundi soir et 21 autres sont encore en cours de vérification. Le ministère de la Santé a lancé plusieurs campagnes de vaccination et a annoncé mercredi que le stock stratégique de vaccins contient 11,5 millions de doses, un chiffre insuffisant. Si toute la population des régions à faible risque veut se faire vacciner, nous n'avons pas assez de stock pour tout le monde, pour la population tout entière. Et si c'est le cas, nous risquons de ne pas avoir assez de vaccins pour la population qui en a réellement besoin. Par exemple, ceux qui voyagent dans les zones à haut risque. Pour les autorités, seuls les habitants des zones rurales sont touchés. Malgré les recommandations, de nombreux habitants des grandes métropoles demandent à être vaccinés par précaution. Selon le ministère de la Santé, jamais depuis 14 ans une épidémie de fièvre jaune a été aussi meurtrière. Elle comptait 23 décès en 2003. Et pour lutter contre les prochains virus émergents, une coalition internationale a été lancée au forum de Davos. Elle vise à accélérer le développement des vaccins. Andrea Benissi, bonjour. Julie Ebaud, pourquoi une telle initiative ? Eh bien Valérie, après Ebola et Zika qui ont surpris le monde entier, l'urgence aujourd'hui est de se préparer face aux nouvelles menaces et de réagir rapidement aux épidémies les plus mortelles. Pour rappel, le virus Ebola a tué plus de 11 000 personnes. Ce virus mortel a essentiellement touché la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Le virus Zika, quant à lui, a touché plus d'1,5 million de cas au Brésil. Pour financer cette recherche, eh bien, plusieurs États, ONG et entreprises pharmaceutiques ont lancé au Forum économique mondial de Davos la coalition pour les innovations de préparation aux épidémies, le CEPI. Le CEPI qui est un partenariat public et privé qui a été créé pour inciter les industriels à développer des vaccins avant qu'une épidémie ait démarré. Alors cette aide financière a pour objectif de faire avancer la recherche pour trouver de nouveaux vaccins et surtout anticiper, être prêt, réduire le temps de développement de nouveaux vaccins et évaluer leur efficacité pour ne pas avoir à les développer en situation de crise, comme l'explique John Harney, directeur du CEPI. On écoute. Nous devons aussi être prêts pour l'inconnu. Nous devons être capables de répondre rapidement, d'avoir des plateformes technologiques pour des vaccins adaptables, quasiment prêts à l'emploi, en amassant de nouvelles informations sur une nouvelle épidémie, un nouveau pathogène, et l'intégrer à un vaccin établi. Alors Julie, quels sont les principaux virus ciblés et surtout comment ça va être mis en œuvre ? Eh bien, la coalition entend lutter en priorité contre les infections par le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, la fièvre de Lassa ou le virus Nipah qui sont identifiés comme potentiellement virulents. Ces virus ont été choisis parmi une liste de 10 maladies fournies par l'Organisation mondiale de la santé. Et la coalition a recueilli pour l'instant des promesses de dons qui s'élèvent à 460 millions de dollars fournis par l'Allemagne, la Norvège, le Japon, la fondation Melinda and Bill Gates et le Wellcome Trust. Et de graves épidémies ont donc pu être éradiquées, comme a priori le virus Ebola. Il a été vaincu, ça y est ? Oui Valérie, grâce à un vaccin d'origine canadienne qui s'est révélé efficace à 100% lorsqu'il a été administré sans délai chez une personne non infectée mais en contact avec des malades. Une équipe de chercheurs a d'ailleurs calculé qu'en cas de pleine épidémie, il y a 90% de chances que le vaccin soit à plus de 80% efficace, d'où l'importance d'agir rapidement. Et depuis près d'un mois, l'épidémie de grippe fait rage en France. Une grippe cette année plus contagieuse et plus virulente et qui provoque souvent l'engorgement des services des urgences à l'hôpital de la Timone de Marseille et dans les centres de soins de Lyon. Tout le personnel est mobilisé pour répondre aux besoins des malades. Andrea Benisti.
Les brancards entrent les uns après les autres dans cette salle d'urgence. L'hôpital de la Timone à Marseille fait partie des 13 établissements de la région PACA à avoir déclaré un plan d'hôpital en tension, une situation de quasi-urgence. Face aux salles de soins pleines à craquer, le personnel a fait l'impasse sur les jours de congé. La priorité, soigner les patients les plus vulnérables. On reçoit un très grand nombre de patients, des patients qui sont fragiles, souvent des patients âgés. L'épidémie, effectivement, on l'a dit, est en pleine croissance, mais pour l'instant, les choses arrivent à être gérées par une mobilisation de tous et de chacun. Pour contrer la grippe, le plus grand centre hospitalier de la région PACA a pris ses dispositions depuis la dernière épidémie en 2014, avec notamment l'ouverture de l'IHU, l'Institut des maladies infectieuses. Les patients contagieux sont immédiatement placés en quarantaine, un investissement nécessaire pour cet hôpital qui a accueilli près de 240 patients par jour et près de 300 pendant les vacances de Noël. Une effervescence dans les salles de soins canalisée par les recommandations du ministère de la Santé. Ces recommandations sont déjà mises en place depuis 3 semaines, puisque dès les vacances de Noël, certains types de chirurgie avaient déjà reporté, notamment pour faire de la place dans les réanimations, qui sont un des secteurs qui sont effectivement sous tension, même façon que les urgences, pour prendre les patients les plus graves. Donc c'est déjà des choses qui ont été mises en place sur Marseille depuis maintenant presque 3 semaines. 16 nouveaux lits devraient être mis à la disposition de l'IHU où 66 patients pourront y être accueillis. La virulence de cette nouvelle épidémie réanime les interrogations sur la non-vaccination qui touche presque 50% du personnel de cet hôpital. À Lyon, la grippe a aussi provoqué le décès de 16 patients, dont 6 personnes vaccinées. Alors on l'a compris, Andrea Benisti, l'épidémie de grippe qui a touché la France, beaucoup de tensions dans les urgences et des places qui se font rares dans les hôpitaux. Oui, Valérie, alors les services de soins sont débordés. 119 hôpitaux se sont déclarés en tension selon les chiffres du ministère de la Santé. Alors cela veut dire que face à la forte demande des places dans les hôpitaux, ce dispositif permet de libérer des lits d'hospitalisation, de rappeler du personnel soignant qui devait être en congé et de déprogrammer des soins ou encore des services et des opérations qui n'étaient pas urgents. Bon, alors, on a vu les réactions notamment de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, la sévérité de cette grippe qui serait proche de cette épidémie qu'on a déjà connue en 2014 et en 2015. Quelles ont été les mesures prises par le gouvernement ? Eh bien, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, avait annoncé investir 10 milliards d'euros dans les hôpitaux pour 2017. Et bien évidemment, c'est un investissement en deçà des besoins de ces établissements. Alors, face à la grippe qui a pris de l'ampleur rapidement, la ministre a appelé le personnel hospitalier à se mobiliser. Écoutez. Je demande aux hôpitaux, de façon générale, publics et privés, de se mobiliser pour répondre à la grippe. Mais l'hôpital est présent, répond présent, et tous ceux qui ont besoin d'être hospitalisés peuvent l'être sans difficulté. Pourtant, les difficultés sont bien réelles et ce qui devrait être une banale épidémie en hiver s'est transformé en râle du corps hospitalier, exaspéré et malmené par des politiques de santé depuis plusieurs années. Alors, une interne a décidé de s'adresser directement à la ministre de la Santé pour lui expliquer le manque de place dans les hôpitaux dans la vraie vie. Écoutez. À Madame Touraine, je vais vous expliquer ma journée en fait, Madame Touraine. En fait, moi je suis interne donc en ce moment aux urgences et la semaine dernière je devais transférer une dame qui s'est présentée avec une insuffisance cardiaque assez sévère, une dame de 75 ans, qu'il fallait donc transférer vers une unité de soins intensifs cardiologiques assez rapidement. Vous savez combien j'ai appelé d'hôpitaux, Madame Touraine, pour la transférer? J'ai appelé 11 hôpitaux de l'Île-de-France. 11 hôpitaux et pas un n'avait un lit disponible pour recevoir madame. Alors on l'a compris, des urgences qui sont saturées. Comment les services hospitaliers font face à l'épidémie de grippe? Eh bien, le fait de se déclarer hôpitaux en tension va permettre à ces établissements hospitaliers de libérer des places dans les services d'urgence en essayant d'appliquer une politique du service minimum, surtout face à la forte demande, notamment des personnes âgées. Pour cette vague de grippe, on a recensé 926 cas de personnes âgées qui sont entrées dans le service de réanimation et 119 d'entre elles sont décédées, des patients âgés de plus de 65 ans en majorité. Alors environ 1,3 million de personnes ont consulté un médecin généraliste pour des symptômes grippaux. Et si les hospitalisations pour les grippes se sont stabilisées, le réflexe des malades d'aller directement voir les urgences au lieu de consulter un médecin généraliste ne facilite pas la tâche des hospitaliers, du corps hospitalier. Alors, eux qui s'étaient déjà vus supprimer 16 000 lits en 2014 dans le cadre du plan d'économie de Marisol Touraine. Oui, alors...
On va parler d'une autre maladie. Andrea, devant l'explosion des cas de rougeole diagnostiqués aux États-Unis, les voix s'élèvent pour rendre les vaccins obligatoires. Dans l'État du Colorado, qui possède le plus faible taux de vaccination du pays, le débat fait rage entre les impératifs de santé publique, la liberté de choix des parents de vacciner ou non leur enfant. Regardez. Ce couple de chiropracticiens conseille ses patients sur une grande variété de sujets liés à la santé, notamment à propos des vaccins. Je crois que notre corps n'a pas besoin d'aide. Il peut se soigner tout seul. Je crois que les médicaments ont un rôle à jouer et qu'ils peuvent sauver des gens en cas d'urgence, mais la santé ne vient pas dans une pilule. Cette logique, le couple l'applique aussi à la maison. Ils refusent de faire vacciner leurs 2 enfants. En tant que mère, je dois prendre des décisions difficiles concernant la santé de mes enfants. Et c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Au Colorado, les parents peuvent refuser de faire vacciner leurs enfants pour des raisons personnelles et religieuses. Certains législateurs veulent même étendre ces lois. Ces 72 crayons représentent les 72 vaccins sur le calendrier de vaccination aux États-Unis, le calendrier le plus agressif au monde. Selon les autorités américaines, seuls 82% des enfants en maternelle au Colorado sont vaccinés contre la rougeole, contre 99% dans l'État du Mississippi, par exemple. Cette tendance inquiète les médecins, puisque la maladie peut encore être fatale. Les vaccins sont merveilleux et il n'y a aucun risque. Vous aurez des difficultés à trouver un pédiatre qui dira le contraire, surtout si vous vous intéressez aux faits. Mais ce pédiatre se dit également inquiet du choix que font certains médecins de refuser de traiter des enfants non vaccinés. D'un point de vue de santé publique, je ne crois pas que ce soit la meilleure solution. Je crois qu'il faut aider ces parents et essayer de les éduquer sans les juger. C'est la meilleure solution. Mais pour l'heure, les sceptiques continuent à ne pas faire vacciner leurs enfants, malgré la critique qui se fait de plus en plus assourdissante.